Bonjour. Dans le cadre de notre projet d'histoire de la pharmacie hospitalière, nous rencontrons aujourd'hui Monsieur Jean-Claude Martin, qui a été le premier directeur général de la PES. Bonjour, Monsieur Martin. Merci beaucoup, Nancy. Ça fait plaisir d'être avec vous et de partager une période de ma vie. Vos souvenirs. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me faire un rappel de votre carrière, les principaux événements de votre carrière? J'ai gradué à l'Université de Montréal en 1956 et tout de suite après avoir gradué, naturellement, j'avais fait des stages en pharmacie d'hôpital, en pharmacie, pas d'hôpital, en pharmacie euh, d'officine. Et à ce moment-là, c'était obligatoire parce qu'aujourd'hui, les pharmaciens, ils font les études et après ça, ils font un stage. Nous, on le faisait en même temps qu'on allait à l'université. 56, à ce moment-là, j'ai dû me trouver un emploi et j'ai trouvé un emploi à Dorval. Et c'est assez étrange parce que ça a été la première pharmacie grande surface au moment où les épiceries, les autres organismes s'agrandissaient. La pharmacie a commencé à grossir et c'était à Dorval. Et j'ai été là comme pharmacien d'officine. On m'a dit peut-être qu'en pharmacie d'hôpital, dans les forces armées canadiennes, ils prennent du monde. Ah oui. Et à ce moment-là, effectivement, ils recrutaient des pharmaciens. Et ce qui est arrivé, c'est que je suis allé rencontrer des gens. Ils m'ont dit oui, ils étaient très, très, très intéressés. Et le hasard a fait que j'ai dit, bon, écoute, il n'y a rien à perdre, on va tenter le projet, l'association. Et à ce moment-là, j'étais marié et je n'avais pas d'enfant. Et donc, on pouvait se déplacer assez facilement. Et quand j'ai accepté, je suis rentré dans les Forces armées canadiennes, dans la section de la santé et de l'armée canadienne. Et naturellement, j'ai dû faire un stage pour devenir officier parce qu'il fallait que ce soit un officier. Et d'autre part, on m'a envoyé à une pharmacie hospitalière au camp Pitawawa. Pas sûr que vous êtes déjà allés là, vous autres, mais c'est loin. Mais c'est pas tellement loin maintenant, là, mais c'était loin à ce moment-là. Et j'ai fait de la pharmacie hospitalière qui était intéressante, et puis qui m'a fait faire un bout de chemin, mais m'a fait faire découvrir autre chose. C'est qu'à ce moment-là, à l'hôpital militaire, on recevait une publication qui s'appelait Hospital et qui disait un peu qu'est-ce qui se passait dans le domaine de la santé pour les hôpitaux et la pharmacie. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait des cours à l'Université de Toronto qui étaient donnés pour former des pharmaciens gestionnaires. Là, mais pas juste des pharmaciens, puis pour des gestionnaires d'administration hospitalière. Et en 1954, l'Université de Montréal a ouvert un département semblable. Et puis, j'ai demandé des informations et j'ai été accepté à l'Université de Montréal, au département d'administration de la santé, à l'Université de Montréal. Et j'ai fait une maîtrise en administration. Et il a fait que, avant de faire ça, j'ai dû me retirer des Forces armées canadiennes et puis de faire mon cours. J'ai été chanceux parce que M. Larose, je ne sais pas si vous avez vu dans son nom, c'était un des doyens. Il y a eu le père Larose, puis il y a eu le fils Larose. Moi, quand j'étais étudiant à l'Université de Montréal, c'était Roger Larose qui était le doyen. Et puis, j'avais gardé des bons rapports avec le doyen. Et quand j'ai été accepté à l'université, à l'administration de la santé, je suis allé voir M. Larose, puis je lui ai demandé, écoutez, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que là, j'avais un enfant. On avait un garçon qui était né à Pitawawa. Et puis, il m'a dit oui, l'Association des pharmaciens du Canada, il y a une fondation et il octroie des bourses. Mais là, vous, c'est pas pour en pharmacie, c'est pour en gestion, mais je vais voir ce que je peux faire. Et effectivement, M. Larose m'a obtenu une bourse pour aller continuer mes études. Parce que ça voulait dire un an et demi sans salaire. Et à ce moment-là, bon. Mais j'ai eu ce bourse-là et j'ai eu une autre bourse du gouvernement provincial, ce qui m'a permis de faire ma maîtrise. Une fois la maîtrise terminée, j'ai fait mon stage
à l'hôpital de Montréal pour enfants, au Montreal Children's Hospital, que j'ai aimé. Il y avait un directeur général qui était mon précepteur, qui était fantastique. Et suite à ma période de stage, à ce moment-là, ils m'ont demandé, voulez-vous rester? Je suis resté là, comme adjoint au directeur général. Et j'ai fait des projets. Et le hasard a voulu que, à un moment donné, l'Université de Montréal et un de mes amis, qui était le directeur de l'Université de Montréal, qui était le docteur Gilbert Blain, m'a appelé pour me dire, écoute, nous autres, on serait intéressés que tu viennes avec nous pour professorat à l'Université de Montréal, parce qu'on a un projet spécial qui s'appelle gestion d'hôpital, et on a besoin de quelqu'un pour le gérer, et en plus de ça, de donner des cours et au département et à gestion d'hôpital. Puis ça donnait un échelon un peu plus élevé. Donc, j'ai accepté le poste à l'Université de Montréal et j'ai joué le rôle, d'une part, du directeur du programme de gestion d'hôpital et d'autre part, comme professeur titulaire adjoint du département. Et on a fait 4 ans. Le programme s'est bien déroulé. On l'a bâti, on l'a mis en place. Ça a été un franc succès. C'était des gens qui n'accédaient pas à des postes de direction générale, mais des gens qui étaient directeurs d'un département. De quelques départements, que ce soit dans l'hôpital, la pharmacie, la radiologie, les laboratoires, quoi que ce soit. Il y avait un paquet de monde, même les professionnels comme les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, ainsi de suite, qui géraient les départements, étaient intéressés à venir suivre un cours de gestion parce qu'eux, il y avait des responsabilités de gestionnaire. Puis il y avait des besoins à l'époque parce que les religieux se retiraient. Les religieux se retiraient, exactement. Et puis, les ergothérapeutes, on a eu beaucoup, beaucoup de succès. Les sessions, à un moment donné, on avait 350 étudiants. C'était des cours par correspondance avec des périodes des stages. Et ça a bien fonctionné. Et moi, c'était pour moi une expérience incroyable. Et pendant ce temps-là, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ma maîtrise était là. Le problème que j'avais à l'université, c'est que pour avoir la permanence à l'université, il faut avoir un doctorat ou 2 maîtrises. Parce qu'à ce moment-là, vous n'obtenez pas la permanence. Et moi, j'étais rendu à 2 enfants, là, puis je me disais à un moment donné, il va falloir que il y ait quelque chose de plus solide. Et par un hasard incroyable, l'hôpital de Montréal pour enfants m'a rappelé pour que je retourne, mais à ce moment-là, pas comme adjoint au directeur général, mais comme assistant directeur général. Et à ce moment-là, j'avais sur ma juridiction ce qu'on appelait les secteurs paraprofessionnels. La psychologie, l'ergothérapie, la géométrie, les affaires-là, et la pharmacie. C'était tout sous ma responsabilité. Et j'ai fait cette période-là était fort intéressante. J'ai travaillé avec les professionnels de toutes les sections, les travailleurs sociaux. Est-ce que c'est à cette occasion-là que vous avez bâti un groupe d'achat? Oui. Le McGill Buying? Ah non, c'est après. Après? C'est après, ça. C'est après. Non, c'est après, ça. À ce moment-là, ça m'a intéressé à l'université, mais je me suis dit, encore une fois, je m'en vais où? Parce que j'ai frappé, puis on m'a dit, Martin, mais j'avais l'option de retourner aux études pour avoir un autre maîtrise, pas d'avoir un doctorat, mais 2 maîtrises à l'Université de Montréal, ils acceptaient de te donner la permanence. Mais il fallait la faire, cette dernière maîtrise-là. Puis il y avait à Rochester un programme d'éducation aux adultes, mais là, on avait 2 enfants, c'était plus vieux, puis c'était loin, puis on optait pour, non, pas nécessairement. Le hasard a voulu que l'hôpital de Montréal pour enfants me rappelle, c'est là que je suis revenu, que j'ai fait les services. Quand j'étais à l'hôpital de Montréal pour enfants, naturellement, j'étais assistant directeur général. J'avais des très bons rapports, mais j'ai eu une espèce de surprise. C'est que le directeur général qui était là, avec lequel je m'entendais très, très bien, j'avais fait ma résidence avec lui, à un moment donné, a décidé de partir puis s'en aller aux États-Unis. Et là, le poste de directeur général s'est ouvert à l'hôpital de Montréal pour enfants. Là, j'avais un petit peu plus d'expérience, j'étais un peu plus vieux.
j'avais espoir, puis je connaissais bien l'hôpital de Montréal pour enfants. Je me suis dit, bon, ben, écoute, je pense que ça vaut la peine de demander, de postuler pour le poste de directeur général. Et malheureusement, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu pour la simple et bonne raison que je n'étais pas médecin. Parce que l'hôpital de Montréal pour enfants, depuis le début des années 1900, avait toujours eu un médecin comme directeur général. Moi, je n'étais pas médecin. C'était une espèce de handicap, puis un deuxième handicap auquel j'ai dû faire face. Donc là, puis j'étais au conseil d'administration de l'hôpital de Montréal pour enfants. Les gens me connaissaient très bien. Et puis, ils m'ont dit, écoutez, M. Martin, c'est pas de votre faute, et puis c'est pas que vous n'êtes pas compétent, mais la tradition veut. Bon, puis le conseil des médecins, pas le conseil, mais le conseil des médecins avait fait pression que ce soit un médecin. Ça donne que le doyen de la faculté de médecine de l'Université McGill était au conseil d'administration de l'hôpital de Montréal pour enfants. Et il est venu me voir, puis il dit, M. Martin, on fait quelque chose pour vous. Et c'est là qu'est arrivé l'Institut conjoint à celui de Montréal. Ah. C'est que les hôpitaux d'enseignement de McGill ont décidé de restructurer leur fonctionnement. Et ils voulaient faire des fusions, mais tu sais, ils gardaient leur identité et de faire le partage. Okay. C'était le premier service en commun qui se faisait à ce moment-là. Fait que moi, j'ai accepté un poste à l'Institut conjoint. Ça n'existait pas. Et qui comprenait l'hôpital de Montréal pour enfants, l'hôpital général, l'hôpital Royal Victoria. J'ai accepté ce poste-là. C'était sous l'égide des hôpitaux universitaires de McGill. La faculté, mon bureau était juste à côté de la faculté de médecine de McGill. Et McGregor était sur mon conseil d'administration et d'autres personnes. On a fait des belles choses, des achats de groupe, même l'achat pharmaceutique, des services de transport pour transporter des rencontres de chefs de service, etc. On a fait du bon travail et puis ça a bien été. Mais au bout de 4 ans, et là on avait fait, l'Institut assez bien structuré, on avait des départements assez bien formés. Là, j'ai reçu un appel de l'hôpital du Sacré-Cœur. Là, je suis tombé en bas de ma chaise parce que l'hôpital du Sacré-Cœur, je connaissais à peu près personne là. Puis, je n'avais pas visité cet hôpital-là bien souvent. On m'appelle, on m'a dit, ben, écoutez, voulez-vous venir en entrevue? J'ai dit, rien à peine, ben, on va y aller. Donc, je suis allé, et à ma grande surprise, c'est moi qui ai été choisi. Donc, ben, j'avais postulé, puis l'autre chose qu'il faut reconnaître, c'est que là, j'étais rendu au-delà de 40 ans, tu sais, j'étais dans la quarantaine. Je me disais, si je pourrais avoir un poste de directeur général, je pense que c'est le temps de l'avoir. Donc, je suis allé là, puis surpris. Mais ça a été le poste qui a été le plus difficile. Parce qu'il y a eu des grèves, parce que c'était une culture que je ne connaissais pas particulièrement. J'ai fait 2 ans, 2 ans et demi. J'ai passé à travers 2 grèves. L'hôpital Sacré-Cœur, par rapport au syndicat, était l'hôpital à cibler. Et ça n'a pas été bien jojo. Wow. Et je me dis, puis, quand on est dans des situations semblables, on est obligé de prendre des décisions difficiles. Le hasard, encore une fois, a fait qu'il y a quelqu'un qui est venu faire, à ce moment-là, il y avait des inspections des hôpitaux. Ça s'appelait... et puis, il y avait quelqu'un qui est venu faire l'inspection de l'hôpital. Et c'était, imaginez-vous donc, un médecin que moi j'avais connu dans l'armée. Et puis qui était le directeur général de l'Association des hôpitaux du Canada. Et j'ai accepté d'aller à l'Association des hôpitaux du Canada. Mais il y avait un gros c'est que l'Association des hôpitaux du Canada, à ce moment-là, était à Toronto. Et ma femme et moi, là, on n'était pas particulièrement intéressés à aller vivre à Toronto. Mais moi, je leur avais dit, si vous transférez le siège social à Ottawa, en fait, à ce moment-là, ça veut dire que mes enfants pouvaient aller à l'école française parce que c'était à ce moment-là Gatineau, puis Hall, tout ça. À ce moment-là, oui, je considérerais. Et finalement, ils ont déménagé. Et là, vous avez été là combien d'années à l'association? 12 ans. 12 ans? 12 ans. J'étais à l'association 12 ans. C'était la période la plus fructueuse et c'est là que j'ai produit des textes et
la documentation, beaucoup, beaucoup. Et là, il est arrivé une chose intéressante. J'ai fait mes 12 années. À 12 ans, ils ont trouvé quelqu'un pour me remplacer. On demeurait à Ottawa. Et puis, il y avait à l'Université d'Ottawa, il y avait un programme en administration de la santé aussi. Et il y avait besoin de quelqu'un pour donner des cours en français. Et je suis allé à l'Université d'Ottawa. Puis j'ai été professeur pendant un autre deux années, 2 années et demie à l'Université d'Ottawa. Et ça, c'est la période avant d'arriver à la pèse. Et là, la pèse, ce qui est arrivé, comment ça se fait que je suis revenu ici à Montréal, c'est que Denise Leclerc, qui était doyenne pendant des années, que j'avais connue comme étudiante, que j'avais connue à Ottawa, puis on avait un groupe, parce que la mafia française à Ottawa, dans le domaine de la santé, on se réunissait régulièrement. Et puis Denise était revenue, était doyenne à la faculté de pharmacie. Elle m'appelle, elle me dit, Jean-Claude, la paix se cherche un directeur général, elle était intéressé. Moi, comprends-tu, je ne savais pas. J'ai dit, ouais, je vais aller rencontrer. Et puis, je suis venu à Montréal, puis j'ai rencontré Dolores, puis quelques autres personnes du conseil d'administration. On a fait un conseil de famille. Là, à ce moment-là, on avait 4 enfants. Fait qu'on était rendus à 4. Puis là, ils étaient tous à l'école, et ainsi de suite. Puis, bon, ma femme m'a dit, ben, écoute, moi, parce qu'il faut que je dise un secret. Quand on est parti pour Ottawa, j'avais dit, ben, écoute, on va faire 5 ans, puis si ça ne marche pas, on va faire 5 ans, on reviendra. Puis on a passé 12 ans. Fait que Yvette m'a dit, écoute, penses-tu que c'est le temps de retourner à Montréal, de retourner à la maison, quelque part demain? On est revenu à la maison. Et puis, je suis allé avec la pèse. Et à ce moment-là, puis là, on en parlera plus longuement, mais on peut le faire maintenant. C'était un gros défi. Il y avait la pèse, c'était essentiellement ce que j'appelais un syndicat professionnel. Il faisait ils voulaient augmenter leur salaire, puis il y avait de la misère à se faire reconnaître. Et puis, bon, là, le conseil d'administration était branché sur ce problème-là. Et, à mon point de vue, ne faisait pas autre chose parce qu'ils ne savaient pas ce que c'est qui se passait dans les hôpitaux, comment ça allait évoluer. Vous avez été choisi en 92 pour occuper le poste de directeur général. Oui. C'est ça, et là, on vous a donné un mandat. C'est-à-dire que moi, avec eux autres, j'ai bâti un mandat. OK, c'est vous qui l'avez bâti. Ouais, je l'ai bâti avec eux autres. Oui, parce qu'eux autres, là, il y avait une optique. Il faut que tu défendes nos droits auprès du gouvernement. Mais moi, j'ai dit, écoutez, il y a autre chose que ça à faire. OK. Et c'est là que c'est arrivé ce texte-là. Les objectifs que poursuivra M. Martin sont les suivants. La consolidation du fonctionnement de l'association. On avait une secrétaire, et c'est tout. Et puis, en fait, il y avait pas mal de choses. D'abord, elle ne faisait pas de représentation. Elle n'avait pas de contact de quelqu'un nature. Elle s'occupait strictement de l'administration, travail clérical et tout. Pas même juste ça. Elle répondait au téléphone parce que les membres du conseil d'administration, ils se sont tous donné des petits mandats pour faire des affaires. OK. Le conseil d'administration, à toute fin pratique, était le gestionnaire, mais c'était une gestion à tout. C'était bénévole. Hein? C'était bénévole et à distance aussi. Ça. Parce que et la secrétaire, elle se rapportait toujours à quelqu'un du conseil d'administration. OK. Et pas nécessairement toujours à la présidente. Okay? Okay. Il y avait le secrétaire, il y avait des gens qui étaient en éducation, puis il y avait Dolores qui était la présidente, et ainsi de suite. Donc, il a fallu consolider toutes ces affaires-là. Commencer à changer la culture de l'association de la paix. Parce que les gens, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'il y a une différence entre la gouvernance et puis la gestion. Quand j'arrivais, il fallait que je reprenne tout ça. Il y en a qui n'étaient pas tellement contents parce qu'il y en a qui ça leur donnait un certain prestige d'avoir un certain rôle d'administratif dans ce secteur-là. Il a fallu régler ça. L'autre étape, c'était l'élaboration d'une nouvelle stratégie de communication des membres. C'est-à-dire, les gens se communiquaient, ils se contaient des histoires, puis à un moment donné, le secrétariat, il ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Puis vous aviez restructuré les communications dans le sens que
la revue de la presse à ce moment-là était une revue syndicale et elle voulait devenir une revue scientifique. Vous avez réglé C'est ça. la question. C'est ça. Puis c'est ça, mais il a fallu s'en emparer. OK. Okay? Parce que les autres, c'était pas la secrétaire qui faisait la revue puis tout ça. Alors, C'était quelqu'un. vous avez mis la secrétaire qui coordonnait la mise en page, Ouais, ben, non, moi, je faisais Canva, puis à partir de là, on faisait, puis j'avais OK. fait. Mais c'est elle qui était l'exécutante, mais moi, je donnais la matière nécessaire pour continuer. La refonte des fichiers des membres, tu sais, d'abord, tout était manuel. Tranquillement, on a essayé d'informatiser tout ça, puis ça a pris un certain temps. Le support logistique des activités reportant à la négociation. C'est-à-dire, c'était pas juste de dire qu'on revendique, mais on avait une stratégie pour fonctionner. Ça a été un petit bout de temps, ça a pris un bout de temps. Quand vous êtes arrivé en place, vous avez introduit la planification stratégique, Ben, chose qui qui n'était pas. là, Ça, c'était mon dernier point. Votre dernier, Là, c'est que moi, ce que je faisais, là, c'est que je cheminais vers ce point-là de faire une stratégie, un plan stratégique pour l'avenir. Puis moi, je disais, écoutez, vous avez des rôles professionnels, puis vous ne mettez pas particulièrement bien en évidence ces rôles-là. Votre place dans le domaine des hôpitaux, elle n'est pas très, très connue. Bonne. D'ailleurs, ils ont fait des grands. Là, ils sont au Conseil des médecins. Ben oui, puis là, ils vont être un département. Et je veux dire, ça, là, ça n'existait pas, moi, dans mon temps. Le pharmacien il était dans son officine, dans son bureau. Les pharmaciens, il y avait des gens qui allaient monter un médicament. Il n'allait pas en radiologie, il n'allait pas en chirurgie, il n'allait pas nulle part. Là. Il était confiné là, puis il n'était pas nombreux, un, deux, ça ne donnait pas une grosse force à l'intérieur. Parce que, tu sais, dans les hôpitaux, dans les gros hôpitaux, quand les travailleurs sociaux, il y en avait, je sais pas, 10, 12, puis les physiothérapeutes, il y en avait un paquet, puis il y avait 2 pharmaciens dans l'autre. Tu sais, ça faisait pas le poids. On avait un bout de chemin. Rendu en 95, là, vous êtes conscient que je suis rendu à 65 ans. Et que là, mes enfants étaient pas mal bien partis, il n'y a pas de problème. J'ai décidé de laisser la pêche. Je pensais qu'elle avait peut-être du progrès. Manon, on a recruté Manon, puis moi je la connaissais, puis j'ai travaillé avec elle, puis j'ai aidé, puis tout ça. Alors, vous avez recruté Lucie Germain. Ah oui, puis elle a fait un très bon travail. Elle était coordonnatrice. C'est ça. Puis qu'est-ce qu'elle faisait comme coordonnatrice? Les activités des choses. Il y avait des rencontres, il y avait de l'éducation permanente, il y avait toutes sortes de choses. Elle s'occupait de ça. C'est ça. Moi, je m'occupais plus du côté représentation et finances. Elle faisait tout le reste, puis il y avait la secrétaire. OK. Puis là, on a eu une deuxième secrétaire à un moment donné. Là, fait que, tu sais, ça commençait à être assez bien structuré. Manon, je l'avais rencontrée à quelques reprises. Je pense qu'elle était très, très compétente. Et je lui ai dit, écoute, ça t'intéresse-tu? Fait que finalement, on l'a passé au conseil d'administration. Et puis, elle a accepté le poste.